Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour 3 fiches pratiques dans l'intention de vous aider dans la photographie de paysage. Je vous avais donné il y a quelques années de cela, à peu près de 3 ans il me semble, une fiche pratique pour la photographie de paysage concernant les réglages manuels que j'utilise pour la photographie de paysage tout simplement. Je vous avais aussi énoncé une autre fiche pratique concernant votre session photographique avant de vous rendre sur votre scène de paysage pour prendre votre photo, bien sûr, les préparatifs, etc. On avait fait cette fiche, souvenez-vous. Je vous ai fait encore d'autres fiches aussi également, bon, sur la retouche notamment, et pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de ressources là-dessus. Et là, aujourd'hui, je devais vous faire une fiche pratique sur le calcul de stop et bien évidemment sur les paramètres d'exposition. J'ai fait la première fiche, donc j'ai préparé cette semaine, je l'ai mis en place aujourd'hui et en la concevant, je me suis dit, tiens, je vais rajouter quelques petits éléments et je me suis dit qu'on allait parler du triangle d'exposition, forcément, on va redonner un petit peu cela aussi. Et avant de partir sur les calculs de stop proprement dit, on va parler aussi également de la lumière et de l'exposition, puisque c'est les bases aussi en photographie. Et bien sûr, dans la photographie de paysage, on va voir un petit peu quelques petites définitions qui vous seront utiles, bien sûr, et on va revoir un peu la base de la lumière incidente pour commencer. Alors la première fiche, voilà, elle se compose de quelques petites définitions qu'on va voir un peu ensemble, et quelques petits rappels pratiques, vous allez le voir, ce sera assez sympa. Je vous ai remis une petite définition de la lumière incidente. La lumière incidente est la quantité de lumière réelle qui atteint le sujet photographié. Elle est déterminée par plusieurs facteurs. On va voir ici ces facteurs. Donc la source de lumière, naturelle, soleil, lumière du jour, c'est ce qui va nous intéresser ici en photographie de paysage, ou artificielle, flash, éclairage. La direction, l'angle et la direction d'où provient la lumière par rapport au sujet. Cette lumière incidente va être déterminée aussi par la direction. Donc source de lumière et direction. Et la réflectance. Réflectance, capacité des surfaces et des objets à refléter la lumière incidente. Et c'est là, en fait, que notre appareil photo va entrer en jeu par rapport à cette lumière incidente. On voit déjà ce qu'est une lumière incidente, d'accord. On sait que, par exemple, dans notre cas pratique ici, en photographie de paysage, on va utiliser les sources de lumière naturelles. Avec les différentes directions, on va jouer bien sûr là-dessus, selon le rendu qu'on veut donner par rapport à notre photo. Voilà, on va utiliser cela, ça va avoir un impact sur notre sujet, sur des sujets assez particuliers, qu'on va pouvoir jouer avec notre composition aussi également. On va pouvoir jouer avec ces différentes sources de lumière, la direction, et forcément donc cette réflectance qui va jouer sur notre appareil photo. Et là, je vous ai mis la gestion de la lumière incidente par l'appareil photo. Et là, vous allez voir que la gestion, on avait déjà vu avec la première fiche pratique concernant mes réglages manuels, le mode manuel avec la mesure matricielle, d'accord, mais il y en a aussi deux autres, bien évidemment. Donc les appareils photo, je vous donne la définition encore et de nouveau, utilisent différents systèmes pour mesurer la lumière incidente et déterminer l'exposition appropriée. Vous avez la mesure matricielle ou multizone, c'est celle que je préconise, que j'utilise aussi le plus souvent en photographie de paysage bien sûr. Elle divise la scène en zones et mesure la lumière dans chacune pour calculer une exposition globale. Et là bien évidemment ce sera la plus pratique dans la photographie de paysage par rapport à la mesure pondérée centrale qui elle donne plus d'importance à la lumière au centre du cadre, en particulier pour les portraits et les sujets centrés, comme son nom l'indique, donc comme vous voyez ici, pratique pour les portraits. Vous avez aussi la mesure spot, qui dans certains cas peut être utile aussi pour la photographie de paysage, mais on va utiliser principalement la mesure matricielle. Pour rappel, mesure spot mesure la lumière dans une petite zone spécifique, généralement au centre du cadre, pour une précision maximale. Évaluation de l'exposition, et c'est là que ça va jouer. Après avoir vu donc cette lumière incidente et cette gestion de cette lumière par l'appareil photo, on va bien évidemment parler de l'évaluation de l'exposition, ce qui va nous intéresser le plus ici. Alors, l'appareil photo évalue la lumière incidente à travers le système de mesure de lumière choisi, ce qu'on a vu préalablement. Donc, dans notre cas, ce sera le mode matriciel. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres d'exposition, ouverture du diaphragme, vitesse d'obturation, sensibilité, ISO, pour obtenir une image correctement exposée. Effectivement, on va jouer avec ces trois paramètres-là. D'accord, ce sont les paramètres d'exposition, on va en venir juste après. Vous pouvez ajuster la correction d'exposition pour compenser une mesure de lumière incorrecte due à des conditions d'éclairage difficiles ou des variations de réflectance dans la scène. C'est ce qu'on aura toujours tendance à faire aussi, mais je vais vous expliquer d'autres petites choses après. Vous avez les valeurs d'exposition exprimées en EV, d'accord. Donc les valeurs d'exposition mesurent la quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo,
Chaque EV représente un doublement ou une division par 2 de la lumière, et on y vient. Par exemple, plus 1 EV signifie doubler la lumière, moins 1 EV la diviser par 2. Il y a une relation ici entre les EV et les stops. C'est pour ça que je voulais passer par cette première fiche pour vous expliquer les calculs de stop, puisque vous allez voir que cette relation entre les EV, les valeurs d'exposition, et les stops, elle est identique. D'accord? Parce que vous allez voir ici, je vous ai mis la définition juste en dessous. Un changement de 1 EV correspond exactement à un changement d'un stop. Cela signifie qu'augmenter l'EV d'un point, par exemple de EV3 à EV4, ça équivaut à doubler la quantité de lumière atteignant le capteur, tout comme augmenter l'exposition d'un stop. Les deux termes sont donc utilisés de manière interchangeable dans la pratique courante pour indiquer des ajustements de l'exposition. Dire que vous augmentez l'exposition de 2 stops est identique à dire que vous augmentez l'exposition de 2 EV. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque forcément, ça va vous faciliter la chose lorsque vous allez commencer, lorsque vous allez vouloir faire des mesures, justement, au niveau de vos 3 paramètres d'exposition. Cette mesure de V, de valeur d'exposition, vous le trouvez sur l'échelle de votre appareil photo, d'accord? Et vous verrez que vous avez, par exemple là sur Nikon, c'est pas improbable sur les autres systèmes, sur les autres appareils photo bien sûr, vous avez la plupart du temps non pas des incrémentations de 1 stop directement avec votre molette, mais de 1/3 de stop ou 1 demi-stop, d'accord, à chaque fois que vous faites tourner la molette une fois. On va revenir après sur la dernière fiche, justement sur le calcul de stop proprement dit. Alors là, je vais passer sur la deuxième fiche. Et la deuxième fiche, c'est le triangle d'exposition, forcément. Je vous ai redonné un petit peu les principes et quelques exemples aussi qui vont vous permettre de vous remettre un peu dans le bain au niveau du triangle d'exposition si vous voulez un peu reprendre un peu tous ces principes. Ou encore, si vous commencez bien sûr la photographie, vous verrez que ces 3 paramètres-là sont essentiels à connaître. Et vous allez voir que bon, ce mode manuel, parce que je parle toujours du mode manuel en photographie de paysage, même en mode main levée, j'utilise toujours le mode manuel et je vous expliquerai pourquoi après. Je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois lors de la fiche apprendre la photographie de paysage. Mais vous verrez que ce mode manuel est très très simple en photographie de paysage. Vous avez la priorité ouverture, je sais bien, priorité vitesse, etc. Mais là, je garde toujours principalement le mode manuel en paysage, bien sûr. Et vous comprenez pourquoi aussi, bien sûr, puisqu'en photographie de paysage, on a plus ou moins le temps de prendre notre photo. On n'est pas à la bourre de prendre un sujet qui bouge, etc. En animalier, bon, ça va être autre chose, on va prendre la priorité vitesse, il va sans dire. Mais là, bon, pour ce qui est paysage, bien sûr, on va prendre son temps pour prendre notre photo. Et donc, ce sera bien plus pratique avec quelques petits tips que je vais vous donner après. Alors, le triangle d'exposition, toujours en définition, c'est un concept fondamental en photographie qui explique la relation entre 3 éléments clés qui déterminent l'exposition d'une image. Je vous l'ai dit préalablement. L'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. 3 facteurs. Et vous verrez qu'après, nous dans notre cas, je vais vous donner un petit truc pour jouer avec un de ces facteurs. Comprendre comment ces 3 éléments interagissent est essentiel pour maîtriser la photographie. Effectivement, bon, si vous ne connaissez pas ces trois principes, ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas vraiment les plus compliqués du monde, ça va la portée de n'importe qui. Ça, je peux vous l'assurer. L'ouverture du diaphragme, f-stop, toujours exprimé en f-stop. Alors, l'ouverture du diaphragme est l'ouverture dans l'objectif qui laisse entrer la lumière. Elle est mesurée en f-stop, par exemple f2.8, f5.6, f11. Effet sur la lumière, une grande ouverture, petit nombre, comme f2.8, laisse entrer plus de lumière, tandis qu'une petite ouverture, grand nombre, f comme f16, en laisse entrer moins. Effet sur la profondeur de champ, une grande ouverture crée une faible profondeur de champ, arrière-plan flou, tandis qu'une petite ouverture crée une grande profondeur de champ, plus de la scène en focus, en mise au point. Ouais, j'ai mis en focus, ouais, j'aurais dû mettre en mise au point, c'est pas grave, un petit peu d'anglicisme, c'est pas grave. Donc là, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de votre ouverture, bon, vous avez un impact
principale sur la lumière, forcément, vous allez rentrer plus de lumière si vous faites une plus grande ouverture, et une plus petite ouverture, vous rentrez moins de lumière. Alors, il faut savoir une chose, forcément, on aurait toujours tendance à penser lorsqu'on débute la photographie, bon, en règle générale, bon, même en paysage, bon, ben, je veux plus de lumière, j'ouvre mon diaphragme, je veux moins de lumière, je le ferme. Mais comme vous le voyez ici, il y a une incidence sur la profondeur de champ. Et donc, si vous allez faire ça, si vous allez faire rentrer de la lumière comme ça, vous allez ouvrir votre diaphragme au maximum, ben, vous risquez d'avoir un impact sur la profondeur de champ, et forcément, votre paysage, votre photo, ben, elle ne sera pas nette du tout, elle sera nette simplement à la mise au point que vous auriez fait votre photo, et le reste, ce sera en flou. Bon, ça, si c'est volontaire, bien sûr, on l'utilise notamment dans les portraits, mais si par exemple vous avez un sujet bien particulier, une fleur, je prends toujours l'exemple d'une fleur, et que vous voulez flouter l'arrière-plan, c'est idéal, vous prenez une grande ouverture et vous êtes tranquille. Par contre, si vous voulez avoir la majorité de votre scène nette, et bien là, dans ce cas-ci, il va falloir fermer un petit peu plus le diaphragme. Et là, dans mon cas, moi je vous ai toujours dit, j'utilisais les valeurs entre f8 et f11 la plupart du temps. D'accord, f11 est une bonne moyenne aussi. Après, au-delà, ça peut arriver, hein. Bien sûr, c'est pas interdit, mais je fais attention de ne pas faire de diffraction avec la lance. Maintenant, ça va dépendre aussi, enfin de l'objectif plutôt. Ça va dépendre aussi de la réactivité de l'objectif par rapport à la diffraction. Ça va poser peut-être un peu problème, quoique avec nos logiciels actuels de post-production, on peut quand même régler cette petite chose de diffraction, donc encore à voir. Mais la plupart du temps, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est rester dans une moyenne raisonnable. F11, F13, c'est pas plus mal. F8 aussi, ça marche aussi très bien. Ça va dépendre aussi des éléments dans votre photo, hein. Si vous allez avoir quelque chose au premier plan, etc. Après, vous pouvez penser au focus picking, d'accord, ça aussi, prendre plusieurs photos avec différentes mises au point, puis après les combiner. Ça peut être une solution. Mais bon, dans notre cas, en photographie de paysage, on va chercher plutôt entre F8 et F11, dans ce que j'avais dit aussi préalablement. Je peux changer hein, selon l'effet que je veux par exemple, mais là dans mon cas, je vais toujours rester plus ou moins dans la moyenne entre F8 et F11. Vous les verrez même dans les prochains vlogs. Je prépare un autre vlog, donc vous verrez un petit peu tout cela aussi dans les prises de vue. La vitesse d'obturation, et c'est ça qui va nous intéresser le plus. Vous allez le voir après, je vais vous donner un petit tips pour jouer simplement avec ce paramètre principalement. On va y venir juste après. Vous avez la vitesse d'obturation, qui est le temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert pour laisser entrer la lumière. Elle est mesurée en fractions de seconde, par exemple 1 millième de seconde, 1 soixantième de seconde, 1 seconde. Effet sur la lumière, une vitesse d'obturation rapide, comme 1 millième de seconde, laisse entrer moins de lumière, tandis qu'une vitesse lente, comme 1 minute, en laisse entrer plus. Je vous ai donné des exemples, l'effet sur le mouvement, une vitesse rapide fige le mouvement, idéal pour des sujets en mouvement rapide, tandis qu'une vitesse lente peut créer un flou de mouvement, utile pour des effets créatifs comme des traînées de lumière lorsque le sujet de la photographie se déplace pendant l'exposition. Et je vous ai mis aussi la petite différence par rapport à ce flou de mouvement. Il ne faut pas confondre avec le flou de bouger, qui, forcément, le flou de bouger se produit lorsque l'appareil photo lui-même bouge pendant l'exposition. C'est-à-dire qu'on le fait bouger accidentellement. Ou vous avez aussi un autre type de photographie, hein, la photographie intentionnelle lorsque vous faites bouger l'appareil photo. Bon là c'est encore autre chose, mais si c'est par accident, forcément ça va vous donner un flou de bouger. Si vous voulez figer votre mouvement, il vous faut une vitesse d'obturation rapide. Dans la photographie de paysage, on va pouvoir interagir sur les deux choses. En pleine journée, vous vous doutez bien qu'on n'aura pas besoin de trépied, sauf si vous voulez faire des expositions longues. Là, dans ce cas-ci, il vous faut le trépied, qui vous permettra de faire des expositions lentes si vous mettez un filtre, bien sûr. Alors, la sensibilité ISO, elle mesure la sensibilité du capteur à la lumière. Des valeurs ISO typiques sont 100, 200, 400, 800, etc. Effet sur la lumière, une ISO basse, comme 100, est moins sensible à la lumière et nécessite plus de lumière pour une exposition correcte. Tandis qu'une ISO élevée, comme 3200, sensibilité ISO élevée, est plus sensible à la lumière et nécessite moins de lumière. Effet sur le bruit. Une ISO élevée, sensibilité ISO élevée,
peut introduire du bruit, grain dans l'image, ça vous le savez déjà, hein. Tandis qu'une ISO basse produit des images plus nettes et de meilleure qualité. Donc, en finalité, cette sensibilité ISO, vous savez très bien, si vous avez monté votre sensibilité ISO, forcément, ça va avoir un impact sur la lumière, vous allez avoir plus de lumière, mais en contrepartie, à contrario, vous allez introduire du bruit. Je sais très bien que pour certaines photographies en animalier, on va jouer avec cette sensibilité ISO, on va monter en ISO et on va essayer de débruiter en post-production, bien sûr, cette sensibilité ISO élevée. En photographie de paysage, c'est pas vraiment le cas, les scènes sont vraiment très calmes. Et bien évidemment, on ne va pas avoir tendance à jouer avec cette sensibilité ISO, sauf si on n'a pas de trépied, puis qu'au soir, bon, on a la dernière possibilité, c'est d'utiliser le boîtier sans trépied et de monter cette sensibilité ISO. Mais c'est un peu dommage de gaspiller une image. Il vaut mieux avoir un trépied sur soi quand même. Vous avez des petits trépieds de voyage maintenant qui fonctionnent aussi très bien. Donc on a toujours la possibilité d'avoir un trépied, sans aucun souci. En dernier point, je vous ai mis l'interaction des trois éléments. Équilibre. Pour une exposition correcte, les trois éléments doivent être équilibrés. Si vous augmentez l'ouverture pour laisser entrer plus de lumière, vous pouvez avoir besoin de réduire la vitesse d'obturation ou de diminuer l'ISO pour éviter une surexposition. Effet créatif. Modifier un élément du triangle d'exposition affecte les deux autres. Vous pouvez ajuster ces éléments en fonction des effets créatifs souhaités. Exemple, flou d'arrière-plan, figer le mouvement, minimiser le bruit. Effectivement, si vous avez monté votre sensibilité ISO, vous allez faire rentrer plus de lumière sur votre capteur. Ce qui va se passer, vous allez devoir compenser avec la vitesse d'obturation ou bien sûr l'ouverture. Mais c'est pas vraiment ici, dans la photo de paysage, un bon choix de monter ces ISO et commencer à jouer avec l'ouverture et la vitesse d'obturation. C'est pas la première chose qu'on va faire. C'est une chose que je vous avais dit préalablement, si vous restez, et c'est là que j'y viens justement dans ce triangle d'exposition dans le cadre de notre photo de paysage, nous, notre base, c'est de ne pas faire rentrer de bruit. Donc si on ne veut pas faire rentrer de bruit, on va rester en sensibilité ISO la plus basse, donc ici en ISO 100. Il y a certains boîtiers qui proposent aussi une sensibilité ISO de base, même inférieure à 100, d'accord. Je ne parle pas des modes étendus. Hein. Les modes étendus, ce ne sont pas des ISO de base, d'accord, pas du tout. Hein. Là, je vous parle bien de la sensibilité ISO de base du boîtier. Donc on va rester sur la sensibilité ISO de base du boîtier. Donc là ici, sur mon Z5 par exemple, c'est à 100. Donc je reste à 100. Donc ce paramètre-là, je ne le bouge pas en ISO. Quand je fais ma photographie de paysage, je reste à 100. Ça, je ne touche pas. Voilà. Ça, c'est la première chose que je fais. Premier paramètre que je vais être amené à modifier, puisque le premier, je n'ai pas y touché, la sensibilité ISO, ça va être l'ouverture. Diaphragme. Si je règle mon diaphragme à F8 ou à F11, d'accord, je jongle entre ces deux valeurs la plupart du temps, et par moment, ça peut arriver aussi que je jongle encore avec d'autres valeurs, si besoin est. Mais la plupart du temps, c'est toujours, bon, on va dire, dans la moyenne à F11. Je laisse ma valeur à F11, d'accord. Donc, je n'utilise pas ma sensibilité ISO, j'y touche pas. Si je règle ma valeur à F11 au niveau de mon diaph, forcément, qu'est-ce qui me reste comme paramètre? Il me reste tout simplement ma vitesse d'obturation. Et je vais jouer en permanence avec ma vitesse d'obturation pour me faire mes photos, bien sûr. Alors si je veux une profondeur de champ, je veux dire une plus petite profondeur de champ et jouer sur des photos avec, comment dirais-je, avec une petite fleur ou bien un truc comme ça dans mon décor, là je vais pouvoir ouvrir mon objectif, le mettre en F4, pourquoi pas. Et bien sûr, je vais jouer toujours avec ma vitesse d'obturation. Mais bon, comme vous savez, la plupart du temps, je suis toujours à F11, F8, F11, F13, enfin ça dépend. Mais si j'ai pas assez de lumière après, quand on arrive en heure dorée, quand ça commence à s'obscurcir, vous voyez, je vais avoir tendance à utiliser forcément mon trépied. D'accord? Et si j'utilise des filtres en pleine journée, ou après, bon, la même chose aussi. Là, c'est la même chose, je me mets sur trépied et je vais jouer toujours sur la vitesse d'obturation, forcément. Mes petits calculs aussi, forcément, avec les filtres. D'accord. Si je mets un 10 stop, je vais calculer le nombre de stops ou je vais jouer aussi avec mon histogramme à l'arrière de mon hybride parce que sur l'hybride, vous savez très bien qu'on passe facilement à travers le filtre ND1000. On peut faire le calcul directement
Ça, c'est l'avantage de l'hybride par rapport à l'optique, hein. Là, c'est complètement noir, hein. On est un petit peu embêté avec cela, bien sûr. Vous pouvez utiliser le Live View, mais ça n'aura pas la même capacité que l'hybride, bien sûr. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir aussi changé par rapport à cela. Ça vous fait gagner du temps par rapport à la mesure d'exposition dans certains cas. Je vous l'ai prouvé dans les précédents vlogs, bien sûr. Alors, on va en venir justement sur notre fiche, cette fois-ci, de calcul de stop. Calculer les stops. Et vous voyez qu'après avoir vu ces trois principes fondamentaux, on va enfin pouvoir rentrer dans cette fiche et avoir plus de simplicité pour retourner sur les calculs de stop. Alors c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un stop complet correspond à un ajustement de l'exposition qui double ou divise par 2 la quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. D'accord, je vous l'ai mis dans un encadreur en rouge. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, je voulais vous parler des incréments d'exposition. Parce que selon l'appareil photo que vous allez avoir, ou vous avez aussi des configurations bien spécifiques dans votre appareil photo. Par exemple, sur mon Nikon Z5, je peux régler en tiers de stop ou en demi de stop. Et là, ces incréments, d'accord, d'exposition, lorsque vous tournez la molette de votre vitesse d'obturation, par exemple, que va-t-il se passer? Lorsque vous allez tourner une fois, je parle de mon code Nikon, bon, selon votre boîtier, ça va dépendre comment vous l'avez configuré, si en tiers ou bien un demi de stop. Je sais très bien que pour avoir un stop, je vais devoir tourner ma molette 3 fois. 1, 2, 3. D'accord? Je tourne 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai toujours un stop, un stop, un stop. Et vice-versa, je recule 2-3 pas pour enlever un stop. D'accord? Demi, bon là, c'est la même chose, à part que là, c'est pas 3 incréments, vous mettez 2 incréments, d'accord, sur votre molette, tout simplement. Alors pour ajuster, c'est ce que j'ai mis juste après, pour ajuster l'exposition d'un stop complet en utilisant des réglages par tiers de stop, il faut tourner la molette 3 fois. En revanche, avec les réglages par demi-stop, il suffit de tourner la molette 2 fois pour obtenir un stop complet d'ajustement d'exposition. Alors maintenant qu'on a vu ce petit truc, je l'ai mis en rouge comme ça parce que bon, c'est très important. Donc gardez bien cela à l'esprit, bien sûr, au niveau de cette note. Après vous avoir expliqué cette petite mise en garde concernant les tiers de stop et les demi-stop, on va pouvoir utiliser cette fiche pour les calculs de stop. Vous allez voir ici. Et on va mettre en relation, bien évidemment, les 3 principaux paramètres d'exposition. Parce que bon, c'est stop, ce calcul de stop va avoir un impact forcément sur votre exposition. Je vous le rappelle, hein, un EV égale un stop. D'accord, c'est exactement la même chose. Donc, les 3 principaux paramètres d'exposition, je vous les ai remis encore une fois ici, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Je vous ai fait un petit rappel assez rapide par rapport à l'exposition, ce que font chacun de ces paramètres. Hein. L'ouverture du diaphragme régule la quantité de lumière traversant l'objectif de l'appareil photo. Une grande ouverture permet à plus de lumière de passer, tandis qu'une petite ouverture en laisse passer moins. Vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation détermine précisément combien de temps le capteur de l'appareil photo est exposé à la lumière. Une vitesse d'obturation rapide réduit la quantité de lumière atteignant le capteur, tandis qu'une vitesse d'obturation lente augmente cette quantité. Sensibilité ISO, pareil. Sensibilité ISO mesure la réactivité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Une ISO élevée capte plus de lumière mais augmente le bruit numérique, tandis qu'une ISO basse, sensibilité ISO basse, réduit le bruit mais capte moins de lumière. Et alors, en sachant cela, je vous ai mis justement ici un pense-bête, hein, justement là, ici, pour faire vos calculs de stop. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour augmenter la vitesse d'obturation, c'est ce que vous allez jouer la plupart du temps avec la vitesse d'obturation pour jouer sur le temps d'exposition. Vous devez diviser le temps d'exposition par 2. D'accord? En exemple, si la vitesse est de 1 centième de seconde, vous augmentez d'un stop en réglant la vitesse sur 1 200e. Et alors, pour augmenter d'un stop, d'accord, comme vous savez, par exemple, que vous devez tout simplement diviser le temps par 2, en 1 200e de seconde, forcément, le temps d'exposition sera moins important qu'en 1 centième de seconde. Donc, vous allez devoir augmenter d'un stop en réglant la vitesse sur 1 200e. Et si vous savez déjà par avance, vous êtes à 1 50e, vous devez le mettre à 1 centième. Si vous êtes à 1 centième, vous devez mettre à 200e de seconde. Si à partir de 1 200e, vous voulez monter d'un stop, vous savez que c'est 1 400e de seconde, tout simplement.
Si je prends sur mon appareil photo, preuve en est, je suis sur 1/200e, je monte de 3 crans, d'accord, parce que je suis sur un tiers de stop à chaque fois sur mon icône. Là, je monte une fois, je suis à 1/250e de seconde, deux fois, je suis à 1/320e de seconde, et trois fois, je suis à 1/400e de seconde. Voilà comment on fait pour augmenter la vitesse d'obturation d'un stop. Pour la diminuer, là c'est la même chose. Là vous le voyez ici, la vitesse d'obturation d'un stop, vous doublez le temps d'exposition. Et donc pour doubler le temps d'exposition, si la vitesse est à 1/100e de seconde, vous devez diminuer d'un stop en réglant la vitesse sur 1/100e de seconde. Là par exemple, la même chose, je vais reprendre mon exemple ici, je suis sur 1/400e de seconde, d'accord? Comme j'ai laissé la valeur, je descends d'un stop, je vais descendre de 3 pas, 1, 2, 3, je suis sur 1/200e. Si je redescends encore de 3 pas, 1, 2, 3, je suis de nouveau à 1/100e de seconde. Par contre, si j'étais sur incrémentation de 1 demi-stop, bien sûr, je serais obligé de faire à chaque fois des pas de 2, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc 2 pas, ça correspond à un stop, si j'étais sur un demi. Mais là, je suis sur un tiers. Donc vous voyez un petit peu le principe. Alors pour ouvrir le diaphragme d'un stop, là vous allez voir, c'est aussi simple en fait. Vous diminuez le nombre f d'un cran. Et là, par exemple, ici, si l'ouverture est réglée à f8, ouvrez d'un stop en réglant sur 5.6, f5.6. Si l'ouverture est réglée sur l'ouverture f8, vous ouvrez d'un stop en réglant sur f5.6. D'accord ? Donc on est obligé de diminuer forcément pour ouvrir davantage le diaphragme. Et là, vous faites la même chose. Là, vous diminuez, par exemple, ici, je suis sur F8. Je baisse de 3. D'accord. 1, 2, 3. Et là, je tombe sur F5.6. Les ouvertures intermédiaires sont F6.3 et F7.1. D'accord ? Là, ici. Pour fermer le diaphragme d'un stop, donc... là, c'est la même chose. Vous augmentez le nombre. F5.6, vous fermez d'un stop pour arriver à F8. Mais là, par exemple, je suis sur F8. Si je veux fermer d'un stop, je vais vous donner la valeur. De toute façon, je vais tourner ma molette 3 fois. Ça fait F8. Une fois F9. Deux fois F10. Trois fois F11. De F8 à F11, je monte d'un stop. Après, pour la sensibilité ISO, là, c'est tout simple. Si vous voulez monter la sensibilité ISO d'un stop, vous doublez la valeur ISO tout simplement. En exemple, si la sensibilité est réglée sur ISO 200, vous augmentez d'un stop en réglant sur ISO 400. Si vous voulez monter encore de nouveau d'un stop à partir de ISO 400, il vous suffit tout simplement d'aller à ISO 800. Je vais faire aussi cela sur mon appareil. Vous ne le voyez pas, mais bon, je le fais dessus, comme ça, je vous le dis par oral, de toute façon. Je suis par exemple en ISO 100. Je vais devoir doubler pour monter d'un stop, donc en ISO 200. Je monte d'un cran, je suis en ISO 125, deux crans ISO 160, trois crans ISO 200. Si je veux monter d'un stop à partir de ISO 200, là, pareil, trois crans, 1, 2, 3, j'arrive à ISO 400. Les intermédiaires sont bien sûr ISO 250 et ISO 320 pour arriver à ISO 400. Donc vous voyez, c'est très simple à comprendre. De même, lorsque vous voulez diminuer la sensibilité ISO d'un stop, vous divisez par 2 la valeur ISO. Là, c'est le plus simple. Si la sensibilité est réglée sur ISO 400, vous diminuez d'un stop en réglant sur ISO 200. Et si vous ne voulez pas vous embêter à calculer, forcément, vous utilisez la molette 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, juste comme ça. Ce qui fait que si vous voulez vraiment faire vos calculs de stop comme il se doit, comme cela, vous avez ces méthodes-là. Maintenant, les hybrides actuels disposent d'un histogramme. Ça, je vous en avais parlé préalablement. Donc cet histogramme, cette distribution des tonalités, va vous permettre de corriger votre exposition rapidement. D'accord ? Cet histogramme. Maintenant, faites attention, cet histogramme est une représentation JPEG de votre image aussi, d'accord? Donc, ce n'est pas la représentation du fichier RAW, donc vous aurez un petit peu plus de latitude en post-production, bien sûr.
mais vous pouvez déjà vous fixer par rapport à cet histogramme. Si vous voulez dépasser un petit peu d'histogramme, libre à vous, essayez de connaître votre appareil photo, à combien vous pouvez un petit peu dépasser. Mais sinon, l'histogramme vous permet d'exposer assez rapidement, d'accord. Et si vous devez faire une petite correction mineure en post-prod, bon, c'est vite réglé, quoi. Voilà. Donc, on arrive un petit peu à la fin de cette fiche. Bien sûr, je vais vous dire où trouver cette fiche pratique. Cette fiche pratique, vous allez la trouver dans, comment dirais-je, mon site internet. Vous voyez ici l'onglet pack. Ça, c'est les ressources gratuites que je mettais préalablement avec Luminar 4, tous les autres logiciels de post-production, et dont notamment les fiches. D'accord, les fiches, vous retrouverez photographie de paysage sans prise de tête, mes réglages plus fiche cadeau. Avant de partir, plus cadeau fiche 2, d'accord. Bon, avant de partir, ça c'est simplement comment planifier votre session photographique en paysage, bien sûr. Et là, bien évidemment, vous avez encore d'autres choses. Si vous voulez des ressources gratuites aussi également, vous les avez ici. Il y a encore d'autres fiches aussi également. Il y a des packs de lutte aussi qui sont ici, des packs de ciel aussi également. Et d'autres choses pour d'autres logiciels de post-production. Vous avez même de la capture à la post-production, des anciens trucs que je vous avais mis aussi ici, bon, des packs de ciel. Là, je mettrai ce pack juste ici, hein, ce pack de fiches juste en dessous. Il faut que je fasse encore la vignette là, juste maintenant. Au moment où je vous parle, bien sûr, quand vous allez regarder cette vidéo, la vignette sera faite, vous la verrez, et vous aurez bien évidemment cette chose-là, bien sûr.